François, mon tiers livre atelier d'écriture, c'est l'atelier hebdo. Chaque dimanche, un thème d'exploration, le document d'appui, l'extrait d'un auteur qui vous permet de vous y engager. Et bien sûr, un travail qui fonctionne par cycle. Et l'avantage des cycles, c'est que si on travaille ensemble à un même thème, eh bien, vous pouvez vous appuyer de qu'est-ce que les autres publient là sur ce même thème en même temps que vous y travaillez autant de possible. Et c'est les possibles là tels que ils résonnent qui vous aident à déterminer où sera votre propre singularité. Ça, c'est la magie de l'atelier d'écriture. Et puis ces cycles, eh bien, dites donc, ça fait bientôt 8 ans qu'on est dedans. Donc pour moi, l'enjeu d'une espèce de fresque, de construction, comme il y a 20 ans, j'avais fait ce livre-là, tous les mots sont adultes, les gens me disent « Ah, super, ce livre !» Ben oui, mon gars, mais il a presque un quart de siècle, 2000, première édition, 2005, la deuxième. Et là, pour moi, la fresque est beaucoup plus large, beaucoup plus structurée. Donc tu as des cycles qui sont de progression, des cycles d'initiation, et puis des cycles qui sont beaucoup plus outils du roman, ou bien travailler avec la photographie, ou aller explorer les questions d'autobiographie, ou de personnages, ou de dialogue. Ça commence à prendre de la gueule. Alors, à chaque fois, il faut que tu rajoutes une petite case. Non, c'est des rendez-vous qui sont là depuis longtemps, mais des rendez-vous qui restent latents longtemps, on ne faut pas s'amuser avec ça. Et là, pour moi, c'était la question du geste. La question du geste, non pas pour aller dépouiller là, au microscope ce qui peut s'établir, encore que, mais le geste en tant que, comme Wilhelm Flusser avec son magnifique livre là, Les gestes, indisponibles évidemment, le geste en tant qu'interaction de soi et du monde, mais qui ne part pas de l'intention. Prenez les arts martiaux comme métaphore, mais qui part de ce qui surgit du corps dans son interrelation avec les autres, avec le contexte, et ce passage, cette médiation par le corps change la position sujet. On ne dit pas « je décide d'ouvrir la porte, je m'approche de la porte, je pose ma main sur la poignée, j'appuie sur la... » Mais encore que, c'est déjà ou encore du texte, mais on va essayer de faire un peu mieux. Non, toi, tu te projettes, il y a quoi derrière la porte? Pourquoi je franchis cette porte? Tu rentres ou tu sors? Et ça, on n'avait jamais été l'abordé. Et précisément, est-ce que c'est quelque chose que tu vas retrouver si, tu le trouves chez Proust, par exemple. Et chez Proust, là, tout d'un coup, il y a ces espèces d'amplification, de disjonction. Le narrateur embrasse Albertine, et puis on dirait que plus il approche, plus le texte se dilate, et qu'il n'arrivera jamais à toucher justement la peau avec ses lèvres. Eh ben, si, il y arrive, mais c'est comme ça qu'on arrive à ces textes extraordinaires. Et c'est le paradoxe aussi de ces cycles et de l'atelier d'écriture. C'est des choses qui peuvent être abstraites, en tout cas qui peuvent sembler artificielles. C'est comme si on dégageait là un champ opératoire très précis, et que c'est ça qu'on allait explorer, parce que quand on est dans ces projets personnels, eh bien, tout ça intervient à la fois. Et c'est savoir, au moment où, dans une problématique d'écriture qui est beaucoup plus générale, qui n'a rien apparemment de technique, comment ce que vous travaillez à cet instant-là, comment il s'inscrit esthétiquement, et comment donc on peut le développer, j'allais dire, l'harmonier, ou en tout cas le laisser vibrer dans sa liberté. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'important dans la dette qu'on peut avoir au travail technique de l'écriture, qui n'est pas une fin en soi. Par contre, paradoxe, et ça, pour moi, c'est depuis le début des ateliers, et ça remonte, 30 ans, c'est que pour chaque proposition de cette sorte,
qui n'existe que comme paramètre artificiellement distendu là, de quelque chose qui se présente en bloc dans l'écriture, dans l'instant, dans la bascule, sans remettre à ce qui est en train de naître quand on travaille à un texte. Eh bien qu'on va trouver un auteur dans l'histoire littéraire récente pour qui ce point-là n'a pas été, comme nous, un point particulier qu'on distant, mais la fabrique même de son livre. Et je vous présente pour ce dièse 04, quatrième proposition d'un cycle qui s'intitule Gestes et usages, mesdames et messieurs, Nicholson Baker, Mezzanine. Alors, Nicholson Baker, il est plus jeune que moi, de 5 ans, mais Mezzanine, c'était son premier livre, donc il venait juste de passer ses 30 ans, il y a 1990, il avait 33 ans. Et de quoi il s'agit dans Mezzanine? Mais de quasi rien. Alors le titre même, je pense qu'il a été gardé là, dans le 10-18, là, dont je vous donne, on va travailler sur le 2e chapitre. Le titre a été conservé, Mezzanine, mais une mezzanine chez nous, c'est plus quelque chose d'intérieur, dans l'espace privé. C'est une chambre qu'on a, ou une pièce fermée dans laquelle on a découpé un étage pour aller faire un coin de repos. Je ne vais pas développer là-dessus. Tandis que chez Baker, n'importe où qu'on aille, au Québec, Canada, US, c'est ces espèces de malls tellement typiques. C'est-à-dire, au rez-de-chaussée, tu as des commerces, et puis comme c'est une conception qui a un peu vieilli, c'est souvent pas très flambant. Il y en a des tas, vous savez, comme il suffit d'aller piocher là, dans les vidéos des visites de ces malls abandonnés. Et puis, sur une galerie à l'étage qui fait tout le tour, là sont des bureaux du tertiaire ou des cabinets de santé ou des bureaux d'assurance ou des dentistes, tout ce que vous voulez. Et ça, c'est une configuration typique. Et cette configuration, elle a d'autres enjeux. Prenez Michel Luceau, qui travaille énormément sur géographie urbaine, son livre Hyperlieu, là, en réaction à ce faux concept de non-lieu là, proposé par un sociologue, Marc Auger, disparu il n'y a pas si longtemps. Luceau, il repart justement de la guerre 14-18 avec les gaz. Et puis, de ces mécanismes, de ces usines de fabrication chimique de gaz contre les tranchées de 14-18, quelle horreur! Ce qui en est sorti des climatiseurs, de l'air conditionné, et que dans ces malls qui renversaient le concept de rue avec vitrine, c'est-à-dire on entre dans un intérieur, lequel intérieur rassemble là tous ces box de commerce et de vie administrative, c'est justement l'air conditionné qui le détermine comme intérieur, alors que dans le début de ces usages, on y entrait comme un extérieur. Problématique aussi qui remonte à Walter Benjamin. Les passages dans Paris, dans les rues, tu ne pouvais pas avoir de vitrine, c'est des petits entresols, tu vois par un soupirail vaguement ce qu'il y a à l'intérieur. Mais la marchandise ne se montre pas. Tu rentres dans la boutique et là, on te la déplie sur la table. Et les rues, c'est quoi? Tu as l'égout au milieu, tu as les bornes là pour se garer des fiacres et des charrettes sans qu'ils t'écrasent les arpions. Et puis, on a creusé avec cette architecture de fer et de verre qui est très neuve, cet allègement de la charpente de fer qui permet les verrières, d'inaugurer. Et dans ces passages, à Paris, on en a plein, verre d'eau, panorama. Là, s'invente la vitrine. Je prends un petit peu d'écart. Oui, mais c'est pour contextualiser la nouveauté de Mezzanine. Alors là, moi, je n'aurais pas traduit le livre par Mezzanine. D'ailleurs, j'ai déjà fait une précédente vidéo, mais hors atelier d'écriture sur Nicholson Baker. En allemand, par exemple, ils ont tout simplement pris Escalator. Et là, moi, j'aurais pris ça aussi. Donc, ce livre, en 12 ou 14 chapitres,
révisons 14 chapitres. C'est pas un énorme livre. Ça, c'est la version américaine, j'allais dire, d'origine. Mais dans ces 14 chapitres, il se passe quoi? Eh ben, on a un bonhomme qui travaille au premier étage dans un bureau. Qu'est-ce qu'il fait dans ce bureau? J'en sais trop rien. On ne saura pas trop. N'empêche que toutes les interactions avec les collègues, vous êtes devant la machine à café, comment on va entamer une discussion dont le premier impératif, c'est que ce soit une discussion sur des petits riens, parce qu'elle ne peut pas concerner ni la vie privée, ni les points précis du travail. Donc, c'est quoi, dans ces cas-là, l'art de la conversation? Eh bien, vous aurez un chapitre, c'est ça. Chapitre aller aux toilettes. Merci, j'en parle pas, et merci de nous épargner ça là dans vos contributions. Mais, donc c'est la configuration, je répète, ces espèces de bâtiments avec au rez-de-chaussée des petits box où il y a des trucs de bouffe. Tenez, par exemple, tiens, à la gare Saint-Lazare, quand tu descends l'escalator, eh bien, au rez-de-chaussée sont l'ensemble de ces commerces où si tu veux acheter une paire de baskets ou un jogging ou passer au Monop, prendre... les 3-4 trucs ou la barquette surgelée que tu utiliseras pour ton dîner, tout est prévu pour ça. Là, au bureau, le problème c'est qu'est-ce que tu vas remonter à manger? Est-ce que tu vas le manger dans la petite boutique en bas ou est-ce que tu vas le remonter dans un petit pochon plastique blanc jusqu'à ton bureau? Et le manger discrètement ou dans la petite cuisine aménagée en bout du bureau où il y a un truc à micro-ondes, et puis que quand tu reviens de la petite du machin de truc chinois à 3 balles jusqu'à ton bureau, t'as pas trop envie que les gens voient ce que tu vois et puis voient ce que tu vas manger et que justement eh ben, t'as payé le moins possible parce que sinon ben, ça fait un petit peu lourd sur le budget global du mois. Donc le petit pochon, je vous le mets dans un pochon, oui, je vous le mettais dans un pochon et donc à la main tu as ce pochon et puis il faut pas que ça goûte et puis il faut le garder horizontal. Tu vois ces petits trucs. Alors là, pour passer du rez-de-chaussée au premier étage. Chez les US, Canada, c'est différent. Le premier étage, c'est ce que nous on nomme rez-de-chaussée. Eux, ils ont ensuite le basement pour le sous-sol. Et puis, ce qu'ils appellent niveau 2. Nous, c'est le premier étage. Là, il n'y a pas de problème pour un traducteur. En tout cas, tu as 2 niveaux. Et bien, tu reviens, là, à midi. C'est-à-dire, qu'est-ce que tu as fait quand tu as arrêté le travail ? Comment on s'habille? Est-ce que tu vas sortir, ne serait-ce que fumer ou pas? Ça dépend donc si tu reprends ton manteau ou pas. Vous voyez cette machine infernale des gestes conventionnés et qui reste pourtant, puisque tout est conventionné par le travail, l'univers de ce qui te reste d'indépendance, où là tu inscris la subjectivité dont tu as besoin pour ton rapport à toi-même dans un ensemble de codes qui rejoignent jusqu'à l'apparence vestimentaire, jusqu'au travail. Est-ce que tu te laves les dents avant de reprendre le travail à 13h30 ou pas? Et toutes ces petites choses. Si tu te laves les dents, est-ce que tu gardes un petit bout de dentifrice et une brosse à dents là dans le tiroir de ton bureau ou ton casier de vestiaire? Je ne développe pas. Interdisez-moi. Là, protestez dans la vidéo pour m'interdire de développer. En tout cas, Mezzanine, 14 chapitres, 160 pages, commence avec le narrateur qui met le pied sur l'escalator qui va le faire passer du rez-de-chaussée à l'étage, avec son petit pochon à la main. Est-ce que tu croises les yeux de ceux qui descendent ou pas, si tu reconnais des collègues, ou est-ce que tu as envie qu'ils t'apostrophent ou tu préfères passer à côté? Qu'est-ce que tu as comme souvenir de la veille? Et puis, ça va durer quoi? Je sais pas, 40 secondes? L'escalator, t'imagines le bruit, t'imagines les reflets. Le livre commence comme ça. Je pense que c'est ça aussi qui a fait de Nicholson Baker Mezzanine une sorte de classique. Qu'est-ce que tu vois? Puisque tout près, c'est des mouvements, des glissements, des reflets,
et que autour, par contre, le contexte, c'est des abstractions, là encore, des reflets, mais qui, plus tu le déplaces là dans une suite d'arrière-fond, va rester immobile, alors qu'on est dans une architecture de travail totalement normalisée. Et ce jeu-là, ta main, elle est où? Elle est sur du caoutchouc noir, mais qui glisse sur une... là, c'est des plaques d'aluminium lustrées, vissées, qui reflètent les néons qui te viennent par derrière. Ça fait des petits jeux, des petites ondulations, et on se retrouve dans quelque chose de totalement abstrait, presque utopique, en tout cas plastique, qui n'a rien à voir avec toi, tes chaussures. On va arriver à la phase 2 concrète de la vidéo. Le petit pochon que tu tiens à la main, l'imperméable que tu as mis, est-ce que tu as pris ton cache-colle ou pas, la tête que tu dois faire, et comment tu vas traverser le bureau sans que personne s'occupe de toi pour aller dans le petit coin où tu vas faire ton casse-croûte. Et ces 40 secondes, eh bien, 160 pages, 14 chapitres. Qu'est-ce qu'on va faire, nous? Je vous ai résumé en gros le premier, le contexte. Et deuxième chapitre, il est là. Il est un petit peu long, 2, 4, 6, 8, 10 pages. Dans mon extrait, j'ai pas tout pris, mais en tout cas, j'ai laissé. D'habitude, je m'efforce que ça tienne sur un feuillet A4, 3 colonnes. Souvent, je garde un petit peu plus, donc je mets recto verso. Eh bien, là, vous verrez, il y a 3 pages. Et pourquoi je l'ai laissé un peu long? Parce qu'on est dans une mécanique narrative. On est dans une mécanique qui, si tu prends chaque petit point, ce petit point, tu peux le redévelopper et en faire encore un autre univers. Et ça, je voudrais que ce soit ça que vous ayez en tête. C'est-à-dire qu'on va partir sur quelque chose de très simple, mais ce très simple, n'importe où que tu essayes de l'immobiliser, or il est sur un escalator, on ne peut rien immobiliser. C'est ça le génie de ce bouquin. Mais que là où tu essayes de fixer un point particulier, il redevient lui aussi un monde qui peut se déplier dans une digression. Voyons quoi, Nicholson Baker, là encore, nous ramène à Proust, alors qu'a priori, rien à voir. Et ce principe-là, de développement-expansion, comment il se manifeste chez Baker? Parce qu'à chaque endroit, y compris dans le chapitre 2, donc, mais ça, je ne l'ai pas gardé, on a de très longues notes de bas de page. C'est-à-dire, voilà un exemple. Ici, là, on va se prendre un détail qu'on va développer. Il va être développé ici même. Et là, en 2, 4, 6 lignes, la note 1 suffira à... Est-ce que vous descendez dans cette strate? Mais vous voyez bien que, là encore, c'est une métaphore du livre, puisque on passe du rez-de-chaussée à l'étage. Eh bien, là, on aura sans cesse l'étage et le rez-de-chaussée par les notes. Et donc, ce jeu-là de 2 niveaux en strates superposées, c'est aussi ce qui organise le livre. Et si vous passez à la page suivante, eh bien, là aussi, on a une petite note. Et là, par contre, le développement de la note, ça va être tout ça. Et ça continue sur la page suivante avec tout ça. Donc vous voyez, c'est ce jeu-là, non pas de stéréophonie, mais de jeu de strates superposées, c'est ce qui fait aussi le sens de Nicholson Baker. Alors cette question-là de travail sur les notes, moi je laisse tomber, parce que le chapitre 2, c'est lui-même quelque chose qui aurait pu être une note en tant que telle dès le chapitre 1. Alors je vous refais le tableau. Le narrateur vient de mettre le pied sur l'escalator, pied droit ou pied gauche, vous allez voir, ça compte. À la main gauche, il tient son petit pochon avec son petit casse-croûte, là, qu'il essaye de tenir plutôt horizontal, et en tout cas content que personne sache ce qu'il y a dedans.
Il va grimper à l'étage, il y a l'environnement des collègues de bureau, le changement, la notion de public est différente, puisque au rez-de-chaussée, c'est les boutiques qui sont ouvertes sur rue à tout le monde, tandis qu'à l'étage, on est déjà beaucoup plus spécialisé selon la porte là de l'administration ou du cabinet médical ou de tout ce que vous voulez qui a là son adresse sur la plaque. Et puis, donc, l'ascenseur, l'escalator qui monte, l'escalator qui descend, lui monte et s'aperçoit que, ô scandale, ô rupture narrative, ô événement romanesque, transcendantal, le lacet de sa chaussure gauche est défait. Or, vous savez bien qu'un lacet défait, vous marchez dessus, vous pouvez vous casser la figure, vous retrouver à l'hôpital, etc. C'est dangereux, un lacet défait. Et puis s'il est défait parce qu'il était usé justement par la petite gouttière de la chaussure, eh bien vous n'aurez même pas le moyen de soit le rabouter avec un nœud, mais ça ne marchera pas, soit de le tirer différemment en laissant un des œillets ouvert, et ça marchera plus ou moins, mais ce sera pas joli et tout le monde le remarquera. Vous aurez l'impression tout le temps au travail que chacun, quand vous entrez dans une pièce, oh bah dis donc comment il est, son lacet à lui, et puis pensez à ce que justement le soir, où est-ce que vous allez passer, dans quelle boutique ou dans quelle bribe de supermarché ou en bout de rayon, vous aurez le présentoir à lacet, et jamais se souvenir si c'est un lacet de 90, 220 ou 180 que vous avez, ou si c'est un lacet plat ou un lacet de diamètre circulaire, et puis est-ce que vous trouverez la même couleur, et puis de toute façon il faudra changer les deux. Et puis surtout cette question du lacet, est-ce que tu penses à lacet, comment tu fais se pencher là comme ça, tu arrives à un âge où ça devient un petit peu difficile, tu fais plus ça comme tu faisais autrefois, de te pencher, et puis au sol tu vas refaire ton lacet. Non, toi, je déconne un peu, oui je déconne un peu, mais c'est exprès, c'est-à-dire à un certain moment, non, ce sera le contraire, tu mets le pied sur une chaise ou tu mets le pied sur une marche, et là directement dans les bras, mais parce que tu es vaguement moins souple, tu pourras faire ces gestes. Est-ce que tu penses ces gestes? Alors ces gestes, c'est quoi? D'abord, c'est un nœud là, tout simple, que tu tires, mais ensuite, chaque main sur ce même refait une boucle, et les deux boucles, tu les assembles dans un autre nœud simple. Et voilà, tu as fait tes lacets. Mais cette complexité-là, elle, tout d'un coup, qu'est-ce qui lui est révélé? C'est que là, c'est pas sur l'escalator, là, alors que dans moins de 30 secondes, l'escalator va le jeter sur le niveau supérieur, qui va le renouer ou le refaire son lacet. Non, je fais attention que le lacet ne se prenne pas dans une marche, et pendant 30 secondes, j'ai déjà le pochon, j'ai déjà le cache-colle ou pas le cache-colle, j'ai déjà la tête que je dois faire, et puis les autres s'ajoutent un paramètre, le paramètre que là, dans ce moment précis, mon lacet gauche est défait. Et j'anticipe que ce mouvement que je vais faire avec les deux mains est devenu un geste, non pas réflexe, mais un geste extrêmement complexe qui ne fonctionne pas par la tête, mais qui fonctionne par l'apprentissage et la répétition. C'est-à-dire, je ne dis pas en même temps, tu prends le lacet gauche, tu prends le lacet droit, tu les emmêles et avec le nœud, d'ailleurs, tu vois, les mots ne marchent pas. C'est vous qui allez mettre des mots là-dessus. Où est-ce que je vais avec ça? Prenez donc le petit extrait de Nicholson Baker. Là, c'est les 10 pages du chapitre 2, dont j'ai enlevé les notes de bas de page et peut-être une ou deux variations, dénombrement. C'est une machine littéralement fascinante, mais j'en ai exprès laissé 3 recto verso plus une autre feuille, rien aussi que pour vous inciter à ouvrir la machine qui ne finit pas. Et sur un tout petit détail comme ça, on peut appuyer sur le bouton de la machine qui n'en finira pas de vous appeler à écrire. Par exemple, qui vous l'a appris à faire vos nœuds de lacet? À quel âge vous avez appris à faire vos nœuds de lacet? Oh, maintenant, tout ça s'est simplifié. On a les scratchs.
Qu'est-ce que c'est ce mot scratch avec le velcro qui tient, pas le velcro, pardon, qui ne tient pas forcément bien. Est-ce que vous avez connu ça ou du moins vos enfants, c'est à ça que vous faites attention quand vous leur achetez les nouvelles baskets. Et puis même ces baskets, il y a des lacets totalement décoratifs et puis dessous ça tient par des élastiques. Donc là, tout d'un coup, vient quelque chose qui, oui, mais vos chaussures de montagne avec leurs gros lacets, oh ben, elles, ça risque pas qu'on les use, les lacets épais comme ça. Et cette machine infernale va être lancée. Qui vous a appris à faire vos lacets? Ah non, c'était pas les parents, c'était mon grand-père. Je parle pour Nicholson Baker. Eh bien, tout d'un coup, il y a un petit bout d'enfance qui va surgir parce que faire les lacets est un geste qui a été appris et qui participe d'une interaction de transmission humaine. Et là, moi, merci, à vous d'écrire. Alors, le lacet, c'est parfait. Il y a beaucoup de choses qui peuvent participer du même type d'interaction. Vous pouvez en faire la liste. Je ne sais pas, prendre une fourchette de la main gauche et le couteau de la main droite, passer à la cuillère. C'est quelque chose d'à la fois complexe et qui participe d'un code totalement social. La preuve, quand tu te trouves au Népal à Bhaktapur et puis que tu vas pas demander une fourchette et puis qu'il y a dans le petit bistrot désert, tu as 4 gars en train de se marrer en disant comment il va faire avec ses baguettes et que toi, tu es tout fier de leur montrer que tu es parfaitement à l'aise. Enfin, tu fais semblant avec tes baguettes. C'est le même ordre. Un couvre-chef, une casquette, un fichu, une écharpe, c'est du même ordre. Conduire une voiture, on l'a appris. L'auto-école, tourner la tête, regarder le rétroviseur, et même quand on démarre. Et puis tout d'un coup, là, tenez, regardez, je l'ai ici, je ne pensais pas en parler. Et puis la vidéo se termine, je vois bien, il me reste 2 minutes. Je m'oblige à ce que ça dure moins d'une demi-heure en tournant exprès en vlog ou avec mon appareil qui est limité à 30. Eh ben, là, cette espèce de machin, je l'ai mis exprès lourd, exprès gros, parce qu'il y a plein de fois, je l'ai perdu, je sais pas où c'est. Donc plus c'est gros, plus j'ai de chances de le voir. Mais à l'intérieur de ce machin, à condition de changer la pile une fois tous les deux, ça fait 4-5 mois, eh ben, j'ai plus besoin de clé, ni pour ouvrir ma voiture, ni pour démarrer le moteur. Vous en avez rien à faire? Ça tombe bien, moi non plus. Mais ce geste du contact, qu'est-ce que ça a déclenché dans le vocabulaire, dans les souvenirs, dans la première bagnole? Tirer le starter de la 2 chevaux et puis appuyer sur l'accélérateur. Et pas noyer le moteur. Vous voyez maintenant, il est temps que j'arrête. Mezzanine de Nicholson Baker, 14 chapitres. Un bonhomme qui monte un escalator. J'avais failli vous le dire, ça aussi. Tu prends un ascenseur, tu prends quelque chose, mais tu es en mouvement. Non, je laisse tomber. Juste ça. Le geste. Ces gestes qui sont tellement compliqués qu'on les a appris selon un code social et que selon ce code social, en parler, le décrire, ça ne participe pas de la tête, mais participe de cet apprentissage, de la transmission, de la réminiscence. Et là, Nicholson Baker nous donne une sacrée leçon. 160 pages, 14 chapitres. Le chapitre 2, mon lacet gauche est défait. Ça vous dit de partir là-dessus? À la semaine prochaine. Allez-y, moi j'attends vos textes.